La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 26 janvier 2026. Le titre du jour, c'est les points de friction se multiplient sur les marchés. La période pour le moins agitée que traversent les relations internationales n'a pas au final eu un énorme impact sur les marchés actions, en tout cas à ce stade. À l'aube de la dernière semaine du mois, le bilan de janvier est même globalement positif, même si les gains sont loin d'être solides, exception faite de la Corée du Sud où la frénésie de 2025 n'a pas pris fin avec la nouvelle année. La semaine dernière, donc, les places financières ont commencé par plier avant de réduire leurs pertes, voire de les annuler pour certaines. Le marché européen, au final, affiche un petit peu plus de 2% de gains en 2026. Les États-Unis, c'est autour de 1%. Mais bon, pour autant, la toile de fond reste pesante. Le tableau des plus et des moins tenu par les financiers a tendance à s'alourdir et pas du bon côté. Alors en positif, on trouve toujours la robustesse de l'économie américaine, la corne d'abondance de l'investissement dans l'IA, le sentiment que Donald Trump provoque beaucoup mais finit par revenir à une position plus raisonnable, mais toujours à l'avantage des États-Unis, c'est son job, et aussi des résultats de grandes entreprises cotées qui continuent à afficher des progressions stupéfiantes par rapport au niveau de la croissance mondiale. Dans la colonne des moins, il y a tout un tas de désordres, de déséquilibres. Alors désordre géopolitique, désordre commercial, désordre de politique intérieure, inflation, endettement des États et le sentiment que ce cocktail pourrait aboutir à quelque chose d'explosif. La principale différence entre les deux colonnes, c'est que la première est surtout constituée de chiffres et de situations visibles, tandis que la seconde est une somme de dérapages hypothétiques. Et les investisseurs qui sont par nature optimistes s'appuient essentiellement sur les données de la première colonne, tout en prenant quand même quelques précautions au cas où quelque chose tournerait au vinaigre. D'où la bonne tenue relative des actions en dépit de la montée des risques concomitamment au gain de l'or par exemple, un record ce matin pour l'once d'or qui a passé pendant la nuit les $5,000 et qui a même touché brièvement les $5,100. Et on a aussi de bonnes performances évidemment du côté d'actifs moins risqués. On notera que ces évolutions sont aussi positives du côté des métaux industriels malgré les craintes sur le commerce mondial. L'explication est relativement simple, elle tient en partie à l'effet d'absorption généré par les infrastructures IA et aux besoins énergétiques qui en découlent, mais aussi au fait que l'année 2025 a montré que les ressources naturelles sont devenues un must-have à l'heure de la renaissance des empires. Dans la colonne des moins, on retrouve aussi à intervalles réguliers les tensions du marché obligataire. Alors je vous rappelle que contrairement aux actions, les obligations bougent peu, mais quand elles bougent, c'est un rappel à l'ordre, c'est un déséquilibre inquiétant qui se profile. Le marché obligataire américain est toujours aussi nerveux, mais celui du Japon l'est encore plus depuis quelques jours. Il y a eu d'étranges mouvements sur le yen vendredi, après avoir flirté avec le seuil des 160 yens pour $1. La devise japonaise a brutalement rebondi. Une opération technique de la Réserve fédérale de New York laissait en effet entrevoir une possible intervention conjointe des USA avec le Japon pour soutenir le yen, ce qui serait un événement inédit depuis une quinzaine d'années. La première ministre japonaise Sanae Takaichi a renforcé la spéculation ce week-end en annonçant sa volonté d'agir contre les mouvements spéculatifs. Le marché n'est pas tellement à l'aise avec le cocktail promesse de dépenses budgétaires accrues, hausse des taux de la Banque du Japon et surendettement structurel du pays. D'ailleurs pour Nordea, le Japon fait face au risque d'un triple yasu, c'est-à-dire chute des actions, hausse des taux et affaiblissement du yen, signe d'une défiance grandissante envers la politique économique du pays. Le monde financier, lui, il scrute toujours de très près le Japon. En effet, les épargnants japonais sont parmi les plus grands détenteurs d'obligations étrangères. Ainsi, si les taux locaux montent, un rapatriement massif de capitaux pourrait secouer les marchés mondiaux de la dette et remettre en cause quelques mécaniques bien huilées, dont le fameux carry trade. Le signal d'alarme qui retentit au Japon n'est pas le seul point de tension en début de semaine. Du côté des États-Unis, les démocrates menacent le pays d'un nouveau blocage budgétaire après la montée de la contestation sur les pratiques de l'ICE dans le sillage de la mort d'un citoyen américain à Minneapolis. Après une communication plutôt déplorable de ses services, Donald Trump a dû monter au créneau pour faire réexaminer les circonstances du décès selon le Wall Street Journal. L'épisode a en tout cas renforcé le clivage intérieur aux États-Unis. Alors que retenir d'autre pour bien commencer la semaine? Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 100% au Canada s'il conclut un accord commercial avec la Chine. Aux États-Unis, toujours plus d'1 million de foyers sont privés de courant et 10 000 vols ont été annulés avec une tempête hivernale d'une ampleur exceptionnelle. Du côté de la Chine, les autorités poursuivent leur purge de l'armée. Le plus haut gradé militaire de Chine, Zhang Yuxia, fait l'objet d'une enquête.
Et sur les agendas de la semaine, en macro d'abord, on retrouvera jeudi 2 décisions de politique monétaire. Alors sans faire injure à la Banque du Canada, c'est celle de la Fed qui aura le plus de retentissement. Le marché attend un statu quo à 95% pour l'antépénultième réunion sous la présidence de Jerome Powell. La Fed avait réduit ses taux d'1 quart de point lors de ses 3 dernières réunions. Sur l'agenda des sociétés, les poids lourds de la cote sont sortis pour leurs résultats trimestriels cette semaine. LVMH, ASML, SAP, Roche font partie des annonces les plus attendues sur le vieux continent. Aux États-Unis, on aura Microsoft, Meta, Tesla, Apple, Visa ou ExxonMobil, pour n'en citer que quelques-unes, puisque environ 20% des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats trimestriels cette semaine. Côté Asie-Pacifique, ce matin, Tokyo perd 1,7% à cause des incertitudes économiques précitées. La Corée du Sud et l'Inde lâchent 0,8%. En Chine continentale, le CSI 300 est en hausse modeste, mais Hong Kong baisse de 0,1%. L'Australie est fermée pour un jour férié. Les indicateurs d'avance européens sont légèrement baissiers. Côté actu des sociétés, en France, des actionnaires de LVMH demandent de la clarté sur la succession de Bernard Arnault. Danone annonce un rappel de plusieurs lots de lait infantile. La Libye va signer un accord de développement pétrolier de 25 ans avec Total Energy et ConocoPhillips pour attirer plus de 20 milliards de dollars d'investissement. Airbus met en garde ses salariés face aux risques géopolitiques. La créatrice de la ligne homme d'Hermès, Véronique Nichanian, quitte son poste après 37 ans passés dans le groupe et passe le relais à la jeune créatrice britannique Grace Wells Bonners. Pernod Ricard réorganise ses marques avec 2 nominations. Air France-KLM suspend ses vols vers le Moyen-Orient en raison de tensions persistantes. EP Group, le holding de Daniel Kretinsky propose de racheter Fnac Darty à 36 € par action dans le cadre d'une offre recommandée par le conseil, sans volonté pour autant de retirer de la cote le titre à l'issue de l'opération. Opium peine à sécuriser la 5e tranche de financement de son plan de continuation. Europlasma annonce l'interruption de la production à la fonderie de Bretagne après un incident industriel et le tribunal de commerce d'Orléans place Vernier en liquidation judiciaire. La direction étudie un appel. Sur l'agenda des publications en France aujourd'hui, ID Logistics, GEA, Omer de QGIS, SRP Group, I2S ou encore Egide. Air en Europe, Ryanair prévoit une hausse de ses objectifs de croissance tarifaire grâce à de solides réservations pour début 2026. Rheinmetall est en pourparlers pour un service de type Starlink pour l'armée allemande selon le FT. Volkswagen ne poursuivra pas son projet de construction d'une usine Audi aux États-Unis tant que les droits de douane sur les véhicules automobiles ne seront pas réduits selon son PDG au Handelsblatt. Le FG International va acquérir la banque privée zurichoise Quilvest. BioArctic annonce que la FDA accorde une évaluation prioritaire à la demande supplémentaire pour son Lenkwembi e-Click. En Amérique du Nord, les États-Unis sont en pourparlers avec Chevron et d'autres majors et parapétrolières sur un plan visant à relancer rapidement la production au Venezuela selon Bloomberg. Amazon prévoit de lancer une nouvelle phase de suppression de 14 000 postes dans le cadre de son plan de réorganisation qui prévoyait 30 000 réductions d'emplois. Dominion Energy estime que la vague de froid qui touche les USA devrait avoir l'un des impacts opérationnels les plus importants jamais enregistrés en hiver. Merck & Co n'est plus en discussion pour racheter le spécialiste des médicaments contre le cancer Revolution Medicine selon le Wall Street Journal et Eaton finalise l'acquisition d'Ultra PCS Limited. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, Nucor, Brown & Brown et Steel Dynamics. Ailleurs dans le monde, SoftBank renonce à racheter le groupe de centres de données américain Switch. Chugai Pharma vise une autorisation de mise sur le marché en 2028 pour son premier médicament contre l'obésité et Zijin Mining démarre la production de la phase 2 de sa mine de cuivre Julong. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée.